Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'animation. Comme vous avez vu, il y a des choses bien intéressantes qui se passent dans les salons du livre. Vous ne le savez pas, mais nous, on le savait. C'est le directeur du Salon du livre de Montréal qui est venu nous saluer avant l'animation. Il se passe des rencontres comme ça, belles, gentilles et faciles. Je suis contente de vous avoir avec vous. On fait des entretiens express de poésie. Le principe est simple, c'est un peu du speed dating poétique. Donc, j'ai un poète avec moi, une poète avec moi pendant 15 minutes. Je leur pose des questions. Puis après, il y a un autre poète qui arrive, on leur pose des questions. Pour vous, j'ai mis leurs livres à l'avant, mais je vais vous dire où sont leurs stands. Je vous ai aussi mis des cartes postales de poésie que vous pouvez prendre. Il y a un code QR, vous allez pouvoir entendre des poèmes et des poètes. Donc, on commence tout de suite avec le poète assis à côté de moi, Stéphane Despatie. Comment vas-tu? Bonjour, Catherine. Ça va bien. Cher public, aussi, j'ai un cahier puis un crayon parce que des fois, je prends des notes pour voir quel genre de questions et de réponses ils nous font puis pour voir si on continue la discussion. Donc, c'est pour ça. Une grosse mise en danger. Prenez des notes. Mise en danger. Ouais. Stéphane Despatie, ça fait longtemps qu'on se croise, que les gens te croisent, que tu croises la littérature et la poésie. Homme à tout faire du milieu poétique et littéraire, tu as travaillé en maison d'édition, tu as travaillé en revue et tu viens de cofonder une nouvelle maison d'édition, les éditions Main Libre. As-tu envie qu'on commence par ça? Pourquoi une nouvelle maison d'édition? Comment c'est venu? Parce que je ne sais pas quoi faire d'autre. Je ne suis pas capable de faire autre chose que de faire des choses qui ont un lien avec la littérature. Est-ce que c'est la bonne réponse? Tellement. Parce qu'on avait envie de le faire. On est trois. Les trois à la maison, qui sont Didier Minessi et Corinne Chevarier. On a regardé le paysage, puis on avait l'impression qu'on pouvait y mettre du nôtre, faire ce qu'on aime. Puis ce qu'on aime, c'est accompagner des auteurs. C'est le travail en amont, le travail en aval, le livre. On est dans ça. Et on s'est dit quelque chose qui vient du cœur puis qui vient de la tête en même temps, qui fait du ski de fond. Parfois, c'est plus la tête, parfois, c'est le cœur. Mais on ne pouvait pas se tromper complètement. Donc, voilà. Je trouve ça une excellente réponse. Pour vous, public déchaîné, les éditions Main Libre sont juste de l'autre côté, au stand 600. Maintenant, je change parce que souvent, en poésie, on a plusieurs chapeaux. Donc, maintenant, je change. Tu viens de publier un recueil aux éditions des Forges. Il paraît, oui. Paroles biologiques, ton plus récent titre. Ce recueil-là, il est traversé d'une colère, mais une colère un peu joueuse, une colère qui est remplie d'espoir, qui se bat, qui combat quelque chose. Est-ce que tu trouves que j'ai bien lu? C'est la première fois qu'on me le dit comme ça, mais c'est exactement ça. Je peux te tutoyer, madame? Mais hein. Tu as raison à 100 %. C'est exactement ça. C'était pas calculé du tout, mais ça vient vraiment du... C'est un peu comme un combat contre la maladie. On est content de le gagner, ce combat-là. Puis on est en maudit que cette chose-là existe. On est content parce qu'on se rend compte, on relativise beaucoup de choses ensuite. Donc, c'est un mélange d'espoir puis de fâcherie. Oui. Une des choses que j'ai beaucoup aimées dans le recueil aussi, c'est que pour illustrer ça, tu es allé à la fois dans une thématique un peu guerrière et à la fois dans une thématique, j'oserais dire, religieuse, ou au moins qui prend les signes ostentatoires qu'on a connus et qu'on connaît encore au Québec. Ça, là, est-ce que c'est par ça que tu emmenais des petits bouts de, comment dire, que tu défaisais des petits bouts de maladie ou des petits bouts de drame quotidien? Oui, c'est de toucher au sacré. Accessoirement, le sacré là, a pris le visage d'une église, du manuterge, de vitraux, a pris ce visage-là. Mais l'idée est de toucher à quelque chose de sacré. En fait, il n'y a pas d'idée. C'est venu d'une manière assez organique, mais le tout vient quand même de toucher à quelque chose de sacré, à défaire, à déboulonner des choses. Et ça aide mon héritage, tout ce que j'ai vécu, il y a des choses liées directement à ça, oui. Merci.
Une des choses que j'ai beaucoup aimé du recueil, puis je pense que ça se ressent en toi comme personne, en toi comme éditeur, en toi comme revuiste, en toi comme poète et en toi comme personne qui s'implique dans la vie littéraire. Il y a beaucoup du monde puis de ce qui est en train de se passer dans ce recueil-là. Puis tu travailles aussi comme ça, même sur des textes sur commande. J'ai eu la chance de l'entendre lire un texte écrit contre la violence conjugale dans le premier numéro de Femmes de parole, la nouvelle revue. Est-ce que ça vient dans le livre pendant qu'on écrit ou on s'en aperçoit après? On s'en aperçoit quand une animatrice nous en parle. C'est aussi simple que ça, je peux pas être plus... on s'en aperçoit pas, non. J'apprends ça, mais je confirme que c'est vrai. Oui. Parfait. Une des choses que j'aime avec la poésie, c'est exactement ça. C'est que l'espace entre les mots du poème, il permet aux spectatrices et aux spectateurs d'entrer puis de faire un peu ce qu'ils veulent de nos poèmes ou de les comprendre d'une manière complètement différente. Oui. D'accord, pas d'accord? Très d'accord. Mon livre précédent, qui est une anthologie de certains de mes textes qui n'existaient plus, qui n'étaient plus disponibles, ce livre-là s'appelle Mauve chaconne. Une chaconne, c'est une danse. Une danse sur un rythme précis qui laisse beaucoup de place à l'interprète. Donc, c'est un peu ça. Mes livres, il y a quelque chose. Je donne des bases, mais c'est une chaconne. L'interprète, c'est le lecteur. Il va où il veut avec ça, puis il y a beaucoup d'espace, je crois, là-dedans. J'aime beaucoup ça. Après ça, là, je retourne à la maison Main Libre, qui a décidé de ne pas éditer de poésie. As-tu envie qu'on en jase un peu? On peut en jaser. Ça va rester des paroles. On a décidé de ne pas en faire pour différentes raisons. On trouvait qu'il y avait des éditeurs qui existaient et qui existent toujours depuis longtemps, qui ont mis leur vie là-dedans, 50 ans, 60 ans, 60... Bon. Cependant, d'entrée de jeu, on s'est dit que si, par exemple, un de nos auteurs nous donne un roman et puis qu'il est bien chez nous, puis qu'il nous propose un recueil de poésie, puis qu'on aime ce recueil de poésie-là, on ne dira pas à notre romancier « va le publier ailleurs, si tu as le goût de continuer de fonctionner avec nous, avec ça, on va le prendre ». On ne sera pas fâché s'il retourne chez son éditeur de poésie habituel, c'est pas ça le principe. Mais tout d'un coup, il y a une porte. Si ce n'est pas une porte, il y a eu une fenêtre qui s'est ouverte ou un volet. Et il y a eu évidemment des poètes qui nous ont appelés, qui nous ont écrit, qui nous ont dit « hey, hey, hey ». Et puis, évidemment, je ne sais pas combien d'années on va tenir notre pari de contourner la poésie. Mais au départ, c'était ça l'idée. L'idée, c'était, il y a des éditeurs qui ont consacré leur vie à ça. On n'avait pas le goût de bousculer ça. C'était ça l'idée de départ. Ouais. J'aime beaucoup ça. Puis je connais, ils sont 3 dans la maison d'édition, puis je sais qu'une des autres personnes, c'est aussi une poète. Oui. Ça, public adoré, c'est une question que je vais poser à tous nos invités. C'est dur, mais c'est fun. Es-tu prêt? Oui. Stéphane, pourquoi la poésie? Pourquoi toi, t'écris de la poésie? Bien, un peu comme je disais au départ, parce que je ne sais rien faire d'autre, vous comprendrez que c'est de la fausse modestie parce que je sais écrire un courriel, entre autres. Mais la poésie, je suis pogné avec ça, comme avec une maladie aussi. C'est mon organisation, c'est ma manière de voir les choses. Vous savez, on voit un film qu'on aime qui nous touche, encore pire ou encore mieux, un film qu'on n'aime pas, fait qu'il y a de la place pour l'imaginaire pendant le film. Mais ma manière de voir, d'analyser, de placer l'information, de la digérer puis de la rejeter est la manière d'un poète, peu importe ce que je fais. Donc, la poésie, c'est quelque chose d'extrêmement naturel chez moi, à la base. C'est sûr que je travaille ça, puis ça passe à un autre niveau après. Mais je regarde une vitrine, je regarde quelque chose, il m'arrive un coup dur, ça s'organise dans ma tête, ça s'assemble, se rassemble à la manière de la poésie. Donc, plus dans le ressenti que dans le comprendre à la base. C'est un peu ça. Et si j'avais eu le choix, peut-être que je serais allé ailleurs à la base, mais non, c'est ça qui m'appelait. Et c'est aussi ça qui me parlait, parce qu'il y a des gens qui ont d'abord écrit, moi j'ai d'abord lu. Et je continue d'être un vrai lecteur des autres.
Donc, c'est ce qui m'attire le plus. À la base, c'est ce qui m'attire le plus, la poésie. C'est une très belle réponse, puis ça paraît, j'ai toujours trouvé ça dans ta manière d'écrire, ça paraît que tu lis les autres. Parce que des fois, il y a des conversations qui naissent, Oui. mais il y a aussi toujours quelque chose d'autre, quelque chose que tu vas chercher. Oui. Puis, est-ce que, tu sais, parce que c'est vrai, on n'est pas romancier, on n'est pas essayiste, qu'est-ce que la poésie va chercher de plus? Pourquoi tu dis que tu as besoin d'écrire dans quelque chose qui est du ressenti? Qu'est-ce que ça te permet de faire de plus, de moins ou de différemment? Ben, il y a quelque chose là-dedans qui est de l'ordre de la vérité. Ça paraît cliché, mais plus on est économe, plus on choisit quelque chose qui nous parle pour vrai à un moment donné ou à un autre. Puis on peut difficilement, un poème réussi d'un autre, je parle, parce qu'évidemment, les miens sont tous très bons. Mais quand on lit les poèmes, un poème réussi de quelqu'un d'autre, est dans le métro. Quand on lit un poème réussi, on se rend compte qu'il est réussi parce qu'il semble vrai. Puis, dans un poème, on n'est pas caché par 10 000 mots. La vérité, on la cache beaucoup en prose. Dans un poème, il nous saute d'en face quand c'est réussi. Et c'est entre autres la même chose, on n'a pas le choix de l'écrire. On n'a pas le choix de l'écrire, on vit avec ça. Et puis, cette économie-là, ben, elle m'attire beaucoup. Je suis quelqu'un qui parle beaucoup et je parle beaucoup. Puis dans un livre, ce que je cherche, puis tout ça, ben, c'est les silences, c'est l'espace, c'est tout ça. C'est autre chose que ma cacophonie personnelle. Puis c'est ce que je vais chercher. Ouais. Je trouve ça une réponse magnifique. J'ai des bonnes réponses. Oui. Vas-tu avoir un A ou un étampe dans mon bulletin? L'étampe très grande. Elle va m'étamper, vous êtes témoin. Étampe très grande. Puis c'est ça, une des choses qu'on aime en poésie, c'est ça aussi, c'est que tu peux pas aimer la poésie. Ça veut dire que tu n'as pas encore trouvé la vérité que tu espérais lire. Oui. Il faut que tu continues de lire, puis tu vas tomber sur ta poésie, puis tu l'exprimes bien, parce que la poésie, c'est le senti. Donc, tout le monde, mesdames et messieurs, Stéphane Despatie, avec son nouveau recueil Aux Forges, paroles biographiques. Puis avant que tu partes, j'ai envie qu'on jase de salon. Oui. Donc, tu vas être pas mal beaucoup à ta nouvelle maison d'édition. Oui, Main pareil, libre, n'est-ce pas? Oui. Fait que tout le monde, vous êtes invités. Juste de l'autre côté, à ma droite, votre gauche, c'est comme ça que ça marche, au stand 600, mais aussi les Écrits des Forges, un éditeur de poésie trifluvien, est au salon, tout le salon, et Stéphane va signer son nouveau recueil, ou ses anciens, hein, c'est comme vous voulez, samedi et dimanche au stand 1007. Merci, Stéphane. Restes-tu avec nous pour nous écouter? As-tu le temps? C'est plus confortable, puis surtout, j'ai le droit de ne pas avoir de masque pendant 2 minutes pendant que je suis ici. Bien sûr que je reste. Et puis, j'ai le goût d'écouter cette splendide jeune femme. Merci. Donc, à tantôt. Tout de suite, hein, c'est bing, bang, boing. Fonctionne. Bonjour, personne. Ça fonctionne même? Merci, personne à la technique, de me donner une voix. Je tiens à dire, pendant que tu cherches ta question, là, que Stéphane, c'est une des premières personnes que je ne connaissais pas qui est venue au lancement de mon premier recueil avec Corinne, donc avec qui il a fondé cette maison d'édition et qui a acheté mon recueil en me disant « Je t'ai déjà lu en revue ». Ça, dans un speed dating, ça score fort. Elle va t'étamper, moi, je fais juste scorer fort. Salut, Catherine. Allô? Il y a quelque chose de merveilleux aussi dans les périodiques culturels littéraires et de création. D'ailleurs, le stand de la Société de développement des périodiques culturels québécois est ici aussi au salon. Les revues servent aux poètes de laboratoire de création, un peu comme la scène. C'est là que les textes commencent à naître. Puis ces bribes-là, ces essais-là, on va les retrouver dans les futurs recueils à venir. Ou pas, parce qu'il y a des suites qui ne trouvent pas d'autre place que loger dans cette revue-là. Donc, on recommence à dater, gang. Notre deuxième invitée, Vanessa Bell. Salut. Allô? Salut tout le monde aussi. Faites-le. Enchantée. Allô, comment ça va?
Je suis tellement excitée. Je savais pas que ça allait être une date. Puis là, je suis comme, wow, j'ai une date avec genre 25 personnes, mon genre de date. Oh yeah! Ça va très bien, ça va très bien. Je suis vraiment ravie. Noémie va peut-être avoir un petit retard. Puis là, je vais juste dire que j'ai choisi son poème préféré que je préfère dans son livre. Fait que là, je suis comme stressée de peut-être te le lire ou peut-être pas. C'est une surprise et j'adore les surprises. Parfait. On va voir comment ça fonctionne, mais en attendant, je te garde juste tout pour nous. Donc, Vanessa Ben, tu as publié un livre de Rivière aux éditions de La Peuplade et tu viens de publier un texte aux éditions du Quartz dans le Magnifique Collectif. Puis, pourquoi on t'a fait venir aujourd'hui? Puis là, on a eu bien du fun. Tu sais, là, pour nous jaser de l'anthologie de la poésie actuelle des femmes au Québec, que vous trouvez en avant et dans tes mains, qui a été publiée aux éditions du Remue-Ménage. Pourquoi on a trouvé ça très drôle? C'est qu'on l'a co-anthologisé, cette anthologie-là. Donc, c'était drôle que je te pose des questions, mais en même temps, je vais lui poser les questions que j'aurais espéré qu'on nous pose. On est comme un vieux couple qui allons sur une date pour se redécouvrir. J'aime ça. Il y a une métaphore filée, là. Mais tellement! Donc, c'est merveilleux. Cette anthologie-là, non, je veux commencer par toi en premier. Donc, j'ai une certaine fascination avec le fait de t'avoir entendu dire que tu avais découvert la poésie depuis, je dirais, que tu étais tombée dans le bassin. Là. Tu la lisais déjà, là, mais que tu as décidé que c'est vers là que tu allais depuis une dizaine d'années. Oui, c'est vrai. C'est Cela ça? est vrai. Puis, ma fascination, c'est dans le fait que c'est assez récemment, dans le grand schème de la vie, mais tu la tiens là, à bras le corps, tu la gardes collée, puis tu fais des nouveaux espaces pour elle aussi. Fait qu'on commence par ça. Pourquoi la poésie? C'est vraiment chien. Je t'écoutais puis je trouvais que tu avais une meilleure réponse que celle que j'avais à dire. Pourquoi la poésie? Premièrement, parce que c'est une évidence pour moi. J'ai d'abord étudié en musique. Et mon père est musicien, mon père est pianiste, puis j'aurais aimé pouvoir jouer du piano et faire naître toutes les émotions qu'il me suscitait quand il me jouait du piano, mais moi, je sais jouer du clavier d'ordinateur. Puis il y a quand même quelque chose dans l'idée que j'ai grandi avec du jazz, donc avec aussi des mélodies très libres, avec un espace de création et de jeu que je retrouve aussi dans la poésie. C'est une des réponses. Il y en aurait plusieurs, mais pourquoi la poésie? Évidemment, c'est une évidence. Évidemment, parce que je suis une personne infiniment romantique et j'adore la tourmente et les drames. Tu sais, je veux dire, pas vrai, là, les grandes émotions. Là, j'adore presque quand je vais pas bien. Là, tu sais, c'est pas vrai. Mais il y a quelque chose de fécond dans descendre vraiment dans le ventre. Puis pour moi, la poésie, c'est le ventre. C'est beaucoup la tête dans le retravail, dans la structure, dans ce qui est formel. Mais si l'élan ne vient pas du ventre, la structure ne m'intéresse pas, moi, comme lectrice et comme écrivaine aussi. Donc, je dirais, pour ça, la poésie, pour continuer à frémir, pour continuer à garder cette sensibilité-là au monde éveillé, pour continuer à être vivante, finalement. Parfait, merci. Donc, ma question concerne l'anthologie. Donc, dans tout ce désir-là, que tu ressens par rapport à la poésie, qu'on ressent par rapport à la poésie, parce qu'une des choses qui était merveilleuse, quand j'ai su avec qui j'allais speed dater, poétiquement parlant, on est tous et toutes des très grands lecteurs et lectrices de poésie. On est des gens qui fréquentons les événements puis qui s'intéressons profondément à la poésie. Donc, je me disais, oh, ça va faire des belles réponses. Comment est venu le projet d'anthologie? Pourquoi une anthologie de la poésie actuelle des femmes au Québec? Voilà. Il y a une histoire très longue. On a 15 minutes, fait que je vais essayer d'y aller dans une version courte. En fait, c'est vraiment né du désir... c'est un désir de lectrice. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai commencé à m'intéresser plus à fond à la poésie elle-même et à écrire aussi, je cherchais des filiations. Hein. Moi, j'ai pas de diplôme universitaire. J'ai pas eu la chance d'être assez patiente pour rester à l'université. Donc,
j'ai pas peut-être rencontré des filiations que j'aurais pu rencontrer dans un parcours de maître et d'apprentissage, donc dans quelque chose où on m'aurait donné à lire des personnes. C'est un parcours que je me suis forgé beaucoup avec des gens comme vous, avec d'autres lecteurs. Je viens aussi du monde de la radio, donc avec d'autres collègues qui étaient touchés par les arts et qui me donnaient des recommandations. Et au moment où je me suis mis à écrire bonjour Audrey Wilhelmy, je t'aime. Au moment où je me suis mis à écrire, donc de manière un peu plus professionnelle, je cherchais où étaient ces voix de femmes. Comment ça, que quand je m'intéresse à la poésie, ça va être des voix... puis j'ai rien contre les voix d'hommes, là, c'est pas ça, là. Je lis tout le monde, effectivement. Mais je me disais, moi, si j'ai envie d'être en écho avec d'autres femmes, si j'ai envie d'écrire dans une écriture du désir, une écriture de la maternité, une écriture qui appartient à cette voix de femme-là, où est-ce que je les trouve? Et donc, mon projet à la base n'était pas du tout de proposer de faire une anthologie. Ça n'a jamais été ça que je voulais faire. T'sais, moi, je ne me reconnais pas comme cet intellectuel qui peut dire le mot anthologie puis mettre son nom en dessous. Le projet, c'était vraiment de faire un livre où il y aurait le plus de textes de femmes possible et qui allait servir aux autres personnes comme moi qui cherchaient à se créer des filiations puis qui cherchaient à rencontrer des voix de femmes dans l'écriture. Après, ben, vous lirez l'introduction qui expliquera comment on est arrivé à ce que ça devienne finalement une anthologie. C'est vraiment en proposant le projet donc à mes éditrices à Remue-Ménage qu'elles ont dit « Ah, tu veux faire la suite du livre de Nicole Brossard et Lisette Giroir? » Puis j'étais comme aucune idée de quoi vous parlez. Je ne l'ai pas rencontré, ce livre-là, qui s'appelle donc « L'anthologie de la poésie des femmes au Québec ». Et c'est dans cette lignée-là que je t'ai appelée quand j'étais à bord d'un autobus. Je me souviens que je voyais la grande roue de la ronde. J'arrivais à Montréal pour le travail, puis j'ai dit « Catherine, ça te tente-tu qu'on ne soit pas d'accord sur qui mettre puis qui pas mettre, puis qu'après ça, on fasse un livre, puis qu'on le publie, puis que les gens qui le lisent soient toujours pas d'accord sur qui on a mis puis qui on n'a pas mis. » Mais il y a quelque chose que je veux dire à propos de ce livre-là, c'est que pour moi, c'est le début d'une conversation. C'est pas la finalité. C'est pas les 55 meilleurs poètes du Québec. C'est 55 voix assez différentes pour que, comme Catherine le disait tout à l'heure, vous puissiez, à un moment donné, dire « J'ai rencontré la personne qui me fait dire que j'aime la poésie. » Donc, c'est ça le pari de ce livre-là. Finalement, elle était longue, ma réponse. Non, je suis contente qu'on ait touché à ça parce que ça, c'est quelque chose qui existe en poésie, tu sais. Les intellectuels, les dictionnaires, je ne sais pas, les encyclopédies. Allons vers toutes sortes de choses. Bien, en poésie, on se sent pas... On lit et on écoute les gens qui font de la poésie, mais moi non plus, je me sens pas anthologiste. Ça a été dur comme titre. Puis, d'après ce que j'ai compris, parce qu'on a rencontré et Nicole Brossard et Lisette Giroir, eux autres aussi, ils ont trouvé ça dur de faire l'anthologie de la poésie des femmes. Eux autres, c'était des origines à nos jours. Puis, moi, j'ai grandi avec ça à partir du cégep, tu sais. Fait que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés dans cette anthologie-là, Vanessa et moi. Puis, c'est vrai qu'on s'est rencontrés pour s'obstiner. Mais c'était beau parce que après ça, on pense qu'on est allé chercher des choses qui vont peut-être plus loin que où on serait allé seul et qui vont surprenamment ailleurs que ce qu'on aurait pensé. On a des poètes préférés et des amis qu'on a fini par pas mettre dans l'anthologie parce qu'il y avait d'autres voix qui trouvaient leur place, parce que ça s'est passé autrement. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très plaisant. Pour continuer là-dessus, donc l'anthologie existe comme objet. Après ça, on s'en va. Il n'y a pas de stress, ma belle Noémie, on t'aime. Je vous présente une de mes plus belles amies, Noémie Pomerleau-Cloutier, qui sera avec vous dans 7 minutes. C'est du speed dating, savais-tu? Je pense qu'on a le droit de choisir qui on French à la fin. Et ça de même. Quel choix! Oui, parce que c'était en train de pas dire quoi une faire. question. Je t'écoute, Catherine. Donc voilà, on est bien content d'avoir changé les choses et les règles. Donc, l'anthologie Objet existe pour présenter la poésie actuelle québécoise et aussi la poésie des femmes et des personnes qui se considèrent comme telles et des personnes non-binaires. Bon, bref. Et là, toi, tu n'en avais pas encore assez de mettre la poésie à l'avant-plan. On t'a vu être co-directrice du mois de la poésie et tu as dit non, je vais cofonder mon organisme avec Juliette Bernatchez pour encore mettre la poésie sur les scènes, mais
partout au Québec cette fois-là. Donc, un des premiers projets que vous avez travaillé, c'est mettre l'anthologie sur scène et elle change les personnes qui font le spectacle de ville en ville. Donc, si on va voir le spectacle Bruit et texture à Montréal, on voit des poètes montréalais. Si on va voir Bruit et texture à Québec, on va voir des poètes de la région de Québec. Puis, je pense que tu vises la Abitibi puis la Mauricie, ça s'en va, hein? Le monde. Je vise toujours trop grand. Oui, effectivement. Donc, avec l'organisme qui s'appelle Contour, c'est un organisme de production et de diffusion de poésie, entre autres, mais de poésie dans toutes ses formes. C'est-à-dire que pour moi, la poésie, ça peut être un cœur, mais c'est pas obligé d'être la finalité forcément des choses. Je pense que la poésie, elle est dans plusieurs formes d'expression artistique et avec Bruit Texture, c'est ce qu'on a cherché à faire. Effectivement, à Montréal, il y avait 7 poètes montréalaises. À Québec, puis ce que j'aime, en fait, de cette idée-là d'une anthologie qui est mise en scène et qui voyage dans la province, c'est aussi, puis comme je vous disais il y a un instant, c'est le début d'un dialogue. Donc, si, par exemple, il y a, tu sais, si on le joue, je sais pas, je dis quelque chose, à Sept-Îles, OK? À Sept-Îles, il y a des poètes extraordinaires qui ne sont pas, il n'y a personne de Sept-Îles dans l'anthologie. Donc là, on a la chance de convoquer 5, 6 personnes, femmes, personnes non-binaires, sur scène et dire... Mais c'est pas grave que tu sois pas dans l'anthologie. L'idée, c'est de créer une constellation. L'idée, c'est d'aller à la rencontre. L'idée, c'est de mettre en scène des femmes poètes qui nous font entendre et qui nous donnent à entendre des poésies qui sont différentes et diversifiées. Donc, effectivement, ça, pour moi, c'est très, très, très important. Tu l'as bien nommé, là, Catherine, il y a de nos poètes préférés, effectivement, qui ne se retrouvent pas dans cette anthologie. Et c'est tellement un grand plaisir de pouvoir... En fait, c'est ça, le rôle de passeur. Puis je pense que moi, avant d'être peut-être poète ou écrivaine, autrice, je me considère beaucoup plus comme passeur. Tu sais, ça fait 15 ans que je fais de la radio, je fais de la chronique, je fais de la critique. Ma vie, elle est consacrée beaucoup plus à faire briller le travail des autres et c'est là que je me sens le plus à l'aise d'ailleurs. Et c'est pas, c'est inhérent au fait que finalement j'ai fait une anthologie avec toi, Catherine. Mais c'est vraiment ce rôle-là qui, moi, m'intéresse. Par-delà la littérature, par-delà la poésie, ce qui m'anime vraiment, c'est la rencontre avec l'autre. C'est de prendre le temps qu'on se regarde dans les yeux, qu'on se parle de n'importe quoi, de dire « Oui, tu sais, je te rencontre, Emma, qui me suit sur Instagram et pour la première fois que je vois avec un masque, j'ai très hâte de voir ton visage complet. » Mais tu sais, pour vrai, de dire « Crème, créons-les, ces liens-là, prenons le temps de nous rencontrer, puis après ça, voyons ce qu'on peut bâtir, ce qu'on peut faire ensemble. » Et il se trouve qu'après, j'essaie d'en faire quelque chose qui se greffe à la poésie, mais ce qui m'intéresse par-delà les arts, c'est réellement la rencontre. Ça répond pas du tout à ta question. J'ai fait une Joséphine Bacon de moi-même. J'adore ça. Non, moi, je trouve que ça répond. Puis je suis vraiment contente qu'on soit revenu sur le rôle d'une anthologie, par exemple, qui est de voici si vous cherchez des voix, voici si vous cherchez des poèmes, voici si vous voulez être touché, perturbé, bouleversé, fâché. Et autour, il y a encore plus que ça. La poésie vit partout. Elle vit partout au Québec, au Canada, en français, en anglais, dans le monde. Donc, elle se rencontre de plus en plus. Puis ça, c'est une belle chose qui nous a été emmenée par la pandémie, là. On a pu aller visiter bien plus de festivals, de lectures, de salons du livre qu'on serait allé en présentiel parce qu'on n'a pas eu besoin de bouger. Avant de se laisser... Il reste 2 minutes. Oui, on a le temps. J'ai le goût, je ne sais pas si tu as le droit de le dire. Fait que là, peut-être qu'on va tourner autour du pot, mais je peux me le permettre avec toi. As-tu envie de parler des projets qui s'en viennent? Ben, Noémie a dit ah oui, donc ouais. L'anthologie, en fait, c'est comme une grosse chose. Ça nous a pris 4 ans quand même à arriver là. Après ça, oui, c'est super de faire un premier salon parce qu'elle est sortie en mars dernier, mais c'est la première fois qu'on peut vraiment l'amener dans un salon. Mais on se retrouvera l'année prochaine à d'autres salons parce que j'ai un livre qui va paraître, en juin prochain aux éditions du Noroît, donc qui s'appelle Monument et c'est un voyage à Terre-Neuve. Donc, c'est un livre d'à peu près 200 pages avec essentiellement des photos, mais peut-être une 20-25 poèmes qui ont été écrits, des poèmes de désir. Là. Donc, pour celles et ceux qui auraient peut-être lu De Rivière, je pense qu'il y avait du désir, il y avait beaucoup de colère, surtout. C'est une émotion qui me plaît, la colère.
par ailleurs. Mais là, on est comme vraiment dans le désir et il y a des baies, de la morue, de la baignade, de la rencontre, vraiment la rencontre d'un territoire. Donc, il y a ça qui s'en vient. J'ai-tu d'autres choses à dire? Y a-t-il d'autres choses que je... Bien, il y aura d'autres choses avec Contour, évidemment, mais en écriture, il y aura donc ce livre-là qui s'en vient. Et parallèlement, je travaille à 2 autres livres. Tu sais, c'était pas assez. Ouais, c'est ça. Je pense que peut-être j'écris un roman, mais ça, ce sera à voir quand j'aurai fini de l'écrire. Et j'écris un 2e recueil qui sera essentiellement que de... Ben, qui sera... tout en écriture et non en visuel. Là. Donc, et peut-être pour clore sur ce sur quoi on a commencé, boum, ce sera... tu parlais de l'importance des périodiques culturels, qui sont des très bons bancs d'essais, qui sont des endroits où on peut effectivement publier des suites poétiques qui, des fois, ne trouvent pas écho, mais qui, des fois, nous disent « Ah, tiens, il me semble que c'est assez intéressant pour en faire un livre. » Donc, tout récemment, j'avais la chance de partager la scène avec Stéphane au Festival international de poésie de Trois-Rivières, entre autres, pour lequel j'ai remporté, entre autres, un prix pour une suite parue dans le numéro 181 d'Estuaire qui s'appelle Fern, qui est une suite que j'aime beaucoup, beaucoup et qui, je pensais, avait trouvé sa finalité dans cette forme-là. Et je sais pas, en la relisant sur scène, ça m'a vraiment donné envie, finalement, d'en faire un livre complet. Donc, je suis sur le travail de ça, de cette suite qui a été l'élément déclencheur, finalement, d'une autre forme plus longue. Mon temps se termine. Je vous invite à cocher mon nom pour qu'on puisse continuer. C'est comme ça que ça fonctionne, le speed dating. Si vous voulez me revoir, elle vous dira où on peut se revoir dans la journée, dans la soirée, en fait. Oui, bien exactement. Vanessa sera au stand des éditions Remue-Ménage, stand 1725, pour signer l'anthologie de la poésie actuelle des femmes au Québec, mais pour aussi vous jaser de poésie. Donc, elle y sera avec moi. On y sera. De 18h à 20h. Ce soir et demain, Là. de 18h à 20h. Donc, vendredi et samedi soir, si vous voulez venir passer votre fin de soirée avec nous, vous êtes les bienvenus. Je suis vraiment contente qu'on se date, cher poète d'amour. C'est très plaisant. Je vais faire une transition. C'est ça l'avantage, c'est qu'un coup, il y a quelqu'un qui te donne un micro, tu peux réinventer ce que tu as envie de dire, puis vous m'inspirez. Donc, je m'en vais là. Une autre chose de pourquoi j'étais contente, parce que le Salon du Livre vous a choisi comme poète qui allait venir faire des entretiens de Poésie Express, mais moi, j'étais bien énervée parce que non seulement on est des grandes lectrices et des grands lecteurs de poésie, mais on est aussi des faiseux puis des gossailleux. On travaille dans ce milieu-là depuis longtemps à démocratiser la poésie, à la mettre ailleurs, à l'emmener plus loin, à l'emmener vers des publics qui ne seraient peut-être pas allés vers elle. Donc ça aussi, c'est un honneur de vous dater autour de ça. Merci, Vanessa Bell. Ça me fait plaisir, mais j'aurais peut-être pas la chance de lire le poème préféré du recueil de Noémie. Fait que si jamais j'ai pas la chance de vous le lire parce que c'est son tour, j'aimerais vraiment ça vous lire au stand de Remue-Ménage. C'est genre un des plus... J'ai braillé le jour que j'ai entendu ce poème-là. Fait que voilà, j'espère que vous braillerez avec moi de beauté. Ben oui, tu peux utiliser ton livre. Je tiens quand même à m'excuser, là. Je suis la fille la plus à l'heure dans la vie, OK? J'étais à l'extérieur de Montréal jusqu'à... T'as pas le temps de t'excuser, t'as 15 minutes. Au milieu de l'après-midi, mais commencer. bref, c'est ça. Il y avait une panne de métro, fait que j'étais prise dans mon Hochelaga dans l'Est. Tu sais que t'es pas arrivé en retard, hein? Non, mais j'ai été bien chanceuse, mettons. Donc, cher public, on continue nos rencontres avec Noémie Pomerleau-Cloutier. Allô? Allô? J'ai décidé qu'on ne faisait pas juste des entretiens express. Là. J'ai décidé que c'était un peu du speed dating poétique parce que vous avez remarqué, cher public, que j'ai pas commencé avec des bios classiques. Je vous ai pas dit quel prix avait gagné, etc. Puis pourtant, ils en ont gagné ou ils ont été finalistes à des très grands prix. Là. Parce que ça, c'est facile à googler. J'ai eu envie qu'on aille directement dans la poésie. Cela dit, on serait un peu con de ne pas mentionner le Grand Prix du livre de Montréal. Donc, j'ai envie qu'on plonge tout de suite dans ton livre, À la peuplade, Patience Lichen, qui est ton deuxième. Oui. Puis qui est un livre... attends un peu, qu'est-ce que tu as employé? Une quête
anthropologique et poétique. Oui. Et ça, c'est très intéressant. Puis je pense que j'ai envie qu'on commence par le projet du livre. Donc, c'est 120 personnes-là, ces coasters-là qui habitent au-delà de la 138, avec pas de moyens de route pour se rendre. Comment? Pourquoi? As-tu envie de nous en parler un peu? Oui, j'ai toujours envie de parler des coasters. J'ai cassé les oreilles de mon entourage pendant 3 ans avec ça, donc je peux encore le faire un peu. En fait, les coasters, la base Côte-Nord, là, les gens se mélangent tout le temps. Tout le monde me dit, bon, c'est Havre-Saint-Pierre, c'est, je sais pas, moi, c'est Baie-Joanne-Betts, c'est Natashquan. Non, la base Côte-Nord, c'est là où il n'y a pas de route. Donc, c'est de Kegaska à Blanc-Sablon. Mais c'est pas faux, ça a déjà été Havre-Saint-Pierre. Parce que la route, quand moi, je suis arrivée sur la Côte-Nord à 12 ans, et là, ça va donner mon âge. Je le dis tout le temps à ceux qui ont le goût de googler, vous allez pouvoir googler mon âge. La route s'arrêtait à Havre-Saint-Pierre. Puis moi, je dis toujours que je suis originaire de la Côte-Nord, mais c'est nettement plus compliqué que ça. J'ai pas tant de racines. Je veux dire, mon père a grandi dans Hochelaga. Je suis née à Sherbrooke. J'ai été conçue en Abitibi, mais je ne suis jamais allée. Alors, les Abitibiennes et les Abitibiens, je vous attends. Bref, tout ça pour dire que ça m'a toujours fasciné les gens qui étaient ancrés à quelque part. Et ce projet-là a commencé avec la fascination de qu'est-ce qu'il y a au bout de la route. Donc, en ce moment, c'est de Kegaska à Blanc-Sablon. Et puis, je voulais savoir c'était quoi le rapport des gens au Saint-Laurent. C'était ça au début. Puis, je devais aller juste faire le Bella des Gagnés, arrêter l'heure, la demi-heure, le 2 heures d'escale. 2 semaines après avoir eu la bourse, je me suis rendu compte que ce ne serait pas possible, qu'il faudrait vraiment que je reste dans les villages. C'est ça. Puis je le dis pas souvent, mais là, comme on est entre nous, ce livre-là m'a coûté une fortune à faire. Les gens qui peuvent penser qu'on fait de l'argent avec la poésie, bonne chance. 2, j'ai eu des bourses, mais ça n'a pas couvert à rien la moitié de ce que ça m'a coûté en transport, mais c'est pas grave, c'est une richesse. Dans ce sens-là, ce livre-là, c'est tellement une richesse, j'ai tellement gagné humainement avec ça. Ces gens-là, en fait, ils sont même pas 5000 dans les 14-15 villages, mais c'est des gens qui ont une histoire vraiment particulière, sont vraiment ancrés dans le territoire, mais aussi, j'ai juste en anglais, je m'excuse, il y a beaucoup d'anglophones, fait que quand je pense à la base Côte-Nord, je pense en anglais. Ils shapent le territoire un peu à leur façon aussi. Puis je trouvais que ce qui était intéressant dans ce livre-là, mais à la fin, là, après tout ce processus-là, c'est comment ces gens-là habitent dans le territoire, comment ils et elles sont influencés par ce territoire-là, mais aussi comment ils et elles cohabitent en tant que nations complètement différentes. Alors, il y a des francophones, il y a une majorité d'anglophones et il y a des Inuits qui sont là depuis des temps immémoriaux. Il y a déjà eu des Inuits aussi, hein, on s'entend. Donc, c'est ça que j'avais envie d'aller voir. Puis, j'ai fini par aller dans tous les villages, sauf la Tabatière et Moton Bay, où je devais aller pendant la pandémie. Je devais y aller le 17 mars 2020. J'ai fini mon livre au téléphone. Mais ces gens-là ont été super gentils. Ils me contaient des affaires super intimes au téléphone à quelqu'un qu'ils n'ont jamais vu, quand même. Fait que c'est des gens avec une générosité incroyable, une résilience sans nom. Puis ça fait qu'étaine de le dire, mais c'est ça. Puis t'es jamais dans la merde en Basse-Côte-Nord. Jamais. Là, je suis retournée au mois d'octobre leur présenter dans une partie autour de Blanc-Sablon. Puis c'est ça, il y a des après-midi où j'avais des appels de genre « Ouais, mais viens-t'en, là, on va aller en bateau. » J'ai pas de linge là, pour le bateau. Je cherche du linge dans les affaires de la personne qui m'a hébergée, qui n'est pas chez elle. Qui me dit « Pas de problème, prends le linge. » C'est ça, la Basse-Côte-Nord. C'est ça. Il y a de cette générosité-là, de cette collectivité-là, qui se retrouve beaucoup dans ta personne, dans ce que tu fais dans la vie. Tu travailles en alphabétisation, tu travailles à démocratiser la poésie, mais qui se retrouve absolument à travers le livre. Mm-hmm. Pourquoi cette expérience-là, toutes ces rencontres de gens-là, tu as décidé de les transformer en poésie? Bien, en fait, moi, j'écris de la poésie. Fait que, premièrement, pour moi, ça allait de soi. En fait, j'aurais peut-être dû m'inscrire en la maîtrise en création littéraire puis déposer ça comme mémoire de maîtrise parce que ça m'a pris le temps et l'énergie d'un mémoire de maîtrise sans maîtrise. Fait que c'est ça. On a des maîtrises. Ça existe-tu des maîtrises honoris causa? En tout cas, je pense qu'on devrait. Moi, j'ai demandé un bac honoris causa à l'Université Laval. J'attends voir s'ils vont créer ça. J'aimerais ça avoir un bac en littérature honoris causa. Mais c'était quoi la question, donc?
La poésie. générosité. Hey, attends un peu, là, je peux l'agrandir. Je voulais savoir pourquoi cette expérience-là en poésie, mais tu peux aussi aller à pourquoi la poésie pour toi. tu sais. Ben, pour moi, la poésie, c'est comme une façon de percevoir le monde. Il y en a partout, vraiment. Puis c'est devenu aussi une façon de véhiculer des voix qui sont moins entendues. Là. Je me rends compte que j'ai travaillé à ça toute ma vie, finalement. Je fais avec je travaille comme formatrice en alphabétisation populaire à l'Atelier des lettres, fait que vous pourrez aimer notre page Facebook. Je plug toujours l'Atelier des lettres, j'ai pas le choix. Je suis là depuis 2013, mais j'ai travaillé avec des personnes peu alphabétisées, là, on and off dans ma vie depuis 2007. Puis ces gens-là, ils ont des histoires, plein d'histoires que personne n'entend. Puis pour moi, de faire de la poésie, parce que je fais de la poésie avec les gens de l'Atelier des lettres depuis 2015, pour moi, c'est de leur donner une voix et de les faire entendre. Là, on a réussi à se rendre dans des festivals comme le Festival international de la littérature et le Festival de poésie de Montréal avant la pandémie. Puis là, je suis bien contente de dire qu'en janvier, ils et elles, ces gens-là seront en vedette dans la revue Moebius. Puis pour moi, c'est tellement un but dans ma vie. C'est comme, OK, on est rendu une coche au-dessus. Là. Oui, un festival, on est invité, mais là, qu'il y a des personnes peu alphabétisées qui se retrouvent dans une revue littéraire, c'est comme, excusez-moi les amis, dans votre face, les littéraires, à barder de diplômes. Okay? Oui, j'ai une fan derrière. Une fan de mon franc-parler. Ah, un autre qui arrive. C'est ça. Donc, pour moi, c'est leur donner une place. Alors, mon but aussi avec la patience du lichen, c'est de montrer que ça peut être intéressant de parler d'une place où il n'y a pas de route, puis d'y aller avec l'universel de ça et qu'il y ait des jeunes qui aient le goût d'écrire de la poésie après. Quand je suis allée en Basse-Côte-Nord au mois d'octobre, il ne faut pas le dire au Conseil des arts du Canada, mais j'ai quand même fait des ateliers. Je suis allée présenter mon œuvre, mais j'en ai profité pour faire des ateliers avec les jeunes, puis je leur disais, tu sais, vous avez des choses à dire. Ils racontaient les histoires de leurs grands-parents, puis on a fait de la poésie déambulatoire. Je remercie Hector Ruiz qui m'a donné l'idée. Puis on est allé, tu sais, direct sur le bord du golfe du Saint-Laurent. On voyait Terre-Neuve de l'autre côté, Terre-Neuve. Et ils se sont assis par terre et chacun regardait. On a tous fait la même marche. Il n'y a aucun groupe qui m'a amené à la même place. Puis il n'y a aucun élève qui a écrit la même chose. Mais ils parlaient tous de leur vie là-bas. Puis les secondaires 5, c'était particulièrement émouvant parce que c'était presque que des filles. C'était toutes des filles sauf un gars. Donc, elles, je vais utiliser elles. Elles étaient conscientes qu'elles allaient partir. Et elles ne savaient pas quand elles allaient revenir. Et ça a teinté leur poème. C'était, ma foi, merveilleux. Fait que c'est ça. Bref, ma job dans la vie, c'est de donner la parole à d'autres personnes. J'essaye, en tout cas. Wow, je pense que tu réussis très bien. Pendant qu'on te date, Stéphane, Vanessa et moi, et vous, cher public adoré, on veut savoir, toi, y a-tu des choses qui s'en viennent? Est-ce que tu es en train d'écrire? On veut savoir s'il se trame des choses pour aussi t'entendre, toi. Ben là, c'est ça. Le prochain, ça risque d'être en jeunesse. De quoi ça risque? Ben oui, c'est en train. Oui, ouais, c'est ça, c'est en train. Ben, tu sais, je peux pas dire. J'ai commencé à l'écrire, mais là, c'est encore. Ça parle pas vraiment. Ben, ça parle de moi un peu, dans le fond, mais c'est sur les jeunes neurodivergents. Donc, mon neveu vit avec une étiquette de douance puis une de trouble du spectre de l'autisme, mais de haut niveau. C'est l'enfant le plus brillant que je connaisse. Je sais qu'il y en a d'autres des brillants, là, mais pas autant que lui. OK? C'est mon neveu. Bon, c'est comme si c'était le mien. Fait qu'on travaille sur un personnage non-binaire. C'est lui qui m'a dit « on va faire ça non-binaire. » Yes! Donc, moi, j'ai espoir en cette génération-là. Là, il va avoir 14 ans. C'est mon boss. C'est lui qui me dit quel mot utiliser dans mes poèmes. C'est un peu rochant parce qu'il faut toujours avoir le mot juste. Mais c'est ça, on a commencé à écrire ça. Donc, c'est... Et il n'y aura pas de diagnostic là, pour le personnage. Ça peut être n'importe quoi. Moi... je veux dire, je suis une personne anxieuse, je vis avec l'anxiété. Probablement que j'ai d'autres bébites que je n'ai pas voulu me faire diagnostiquer. Quand je regarde mon neveu, je me reconnais un peu des fois. C'est ça. Ça, c'est une chose.
Il y a quelques textes qui s'en viennent. Donc, dans le texte dans Moebius, c'est à la fois moi et l'Atelier des lettres. Il y a quand même une partie sur moi, ma vie, mes multiples vies avant d'être formatrice en alphabétisation et autrice. J'ai un texte qui va paraître dans Sabord, je me rappelle plus quand, janvier peut-être aussi. Puis là, je travaille sur quelque chose pour un collectif en lien avec la mort, mais d'une façon positive. J'ai écrit le texte cette semaine, le premier jet. C'est probablement le texte le plus personnel de mon existence et je ne le lirai probablement pas en public parce que c'est vraiment intense. C'est ça pour le moment. J'essaye de survivre à la pandémie et dans le milieu communautaire aussi. Merci, c'est un beau tour d'horizon. Donc, comme vous avez pu entendre dans un entretien express de poésie, on entend les poèmes avant qu'ils deviennent des poèmes en revue puis des poèmes en livre. C'est comme ça que je pouvais leur poser des petites colles une fois de temps en temps parce que j'avais entendu très récemment Noémie lire des extraits du recueil Jeunesse. Comme j'avais entendu Stéphane lire, comme j'avais entendu Vanessa lire. Vous êtes nombreux. Merci d'avoir été avec nous. Je vous fais un petit rappel pour aller vous promener dans la poésie à travers le Salon du Livre. Donc, Catherine, je peux-tu dire quelque chose rapidement? La patience du lichen, là, si vous l'achetez, tous les sous retournent aux jeunes de la Basse-Côte-Nord. Fait que vous contribuez à leur avenir par le biais de la fondation du Dr Camille Marcoux, mais aussi aux 2 écoles des communautés autochtones, Pakwashipi et Unamen-Chipou. Merci, Noémie. Donc, justement, allez visiter la Peuplade pour voir les livres de Vanessa et de Noémie. Allez visiter les éditions du Remue-Ménage pour trouver l'anthologie de la poésie actuelle des femmes au Québec, mais pour trouver aussi plein d'autres ouvrages. Allez visiter les écrits des Forges pour trouver le nouveau recueil de Stéphane et allez visiter aussi sa maison d'édition Main Libre. Allez visiter les autres éditeurs de poésie. Aussi, je ne sais pas si vous savez, le Salon du Livre de Montréal, depuis une couple d'années, s'intéresse aussi au Montréal anglophone. Donc, on a beaucoup d'éditeurs, d'éditrices québécois anglophones qui font le tour. And we also have some publishers that I love from Toronto. They are working with beautiful poets here in Montreal. They publish Vicky Gendreau, Alessandra Nagarado. They publish so many amazing poets. Aimé Wall. I just want to say hi, guys. Donc, merci d'être là, tout le monde. Visitez la poésie en français, en anglais. On commence à voir beaucoup de poésie allophone aussi dans des recueils bilingues, surtout aux écrits des Forges. N'hésitez pas à aller mettre la main là-dessus. Merci d'avoir daté avec nous autres. C'était ma première date post-pandémie, puis je suis bien énervée de l'avoir passée avec vous autres. Stéphane Despatie, Noémie Pomerleau-Cloutier, Vanessa Bell, merci. Bon salon. Merci à vous. Merci Catherine, merci tout le monde.